Bonjour, c'est Rémi d'Horizon Multimédia. Dans le cadre de notre série de webinaires Parents branchés, nous avons pu discuter avec Sandrine Duverne, consultante en neurosciences et psychologie cognitive, autour de la question des écrans et des apprentissages, comment trouver le bon équilibre. Nous répondrons donc à ces questions également avec l'aide de Déborah Meffre, directrice adjointe de l'association et ingénieure pédagogique. Débunker des idées reçues sur les écrans, mieux connaître le cerveau et les mécanismes d'apprentissage, comment faire des écrans nos alliés, c'est la question qu'on se pose tout de suite. Comme je le disais, cette vidéo met en avant en fait le côté ambivalent, enfin nuancé de l'usage des écrans en famille qui peut être soit vertueux ou alors justement négatif. Et justement, l'objet de ce webinaire, c'est de se questionner sur les aspects négatifs et positifs à la fois. On peut vivre du coup, se servir des écrans pour vivre encore plus de moments en famille, se challenger, voilà, on y reviendra plus tard, ou au contraire vivre le numérique de façon individuelle, voire s'isoler chacun sur un écran. Donc, je vous propose de commencer déjà par un petit état des lieux de l'usage des écrans en 2022. Il y a une étude du coup faite par l'Ipsos qui montre le temps passé sur les écrans depuis 2011 et on peut voir assez nettement la tendance à la hausse en fait du temps qu'on passe sur les écrans. Par exemple, sur la tranche des 1-6 ans, en 2011, c'était 7h29 à la semaine, bien entendu, pour la télévision, 2h50 sur les jeux vidéo et 2h10 sur le web. Tandis que sur la période 2022, pour la même tranche d'âge, on est sur 6h07 de télévision, 4h06 de jeux vidéo et 6h08 passés sur le web, donc du coup les applications qui utilisent aussi Internet. On peut voir, ne serait-ce que sur cette tranche d'âge, une augmentation du temps d'écran. Je vous invite à regarder cette étude du coup qui montre sur les trois tranches d'âge 1,6, 7,12 et 13,19. Dans les trois cas, on peut voir une augmentation globale du temps d'écran. Et puisqu'on parle d'âge, à quel âge commence-t-on à regarder les écrans d'ailleurs? C'est souvent avant l'âge de 2 ans, pour 80% des parents, d'après l'INED et l'INSERM, une étude également qui a été publiée en 2022. Et nous rappelons du coup à ce titre que l'Organisation mondiale de la santé recommande d'éviter le plus possible, de limiter au maximum les écrans avant 2 ans, car une exposition excessive et pas encadrée peut engendrer des impacts, notamment voilà, sur le sommeil, sur le développement, qu'il soit cognitif, langagier, moteur, du surpoids. Je ne vais pas tout donner maintenant, on y reviendra plus tard dans ce webinaire sur les impacts positifs et aussi les impacts négatifs. Car comme on le rappelle, c'est pas les écrans qui sont le problème, plutôt la façon de l'utiliser. Et c'est pas d'ailleurs uniquement le temps qu'on passe devant les écrans qui peut être problématique, mais bien souvent aussi le contenu auquel on s'expose, surtout quand on parle des enfants. Et à ce titre, l'ancien CSA, qui est devenu l'ARCOM maintenant, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, déconseille l'usage des écrans avant 3 ans. Et on l'a dit plutôt les écrans de plus en plus tôt. Ça s'ajoute aussi la question du Covid qui a pu peut-être avoir un impact avec notamment les confinements successifs. Donc du coup, la pandémie, Déborah, est-ce qu'elle a pu avoir un impact ou pas? Alors, merci Rémi du coup pour cet éclairage. Donc, tu me laisses la partie pas la plus facile sur le Covid. Et puis, on va en reparler, désolé, mais en raison du confinement et des restrictions sanitaires, malheureusement, 44% des parents ont augmenté leur temps d'écran et 53% des enfants de 7 à 17 ans. En 2002, une étude de l'Ipsos du coup, nous dit que 43% des 0-2 ans utilisent des écrans connectés à Internet. Alors nous ne sommes pas là pour jeter la pierre aux parents parce qu'on sait que ça a été très difficile. Cette augmentation du temps d'écran en période de confinement et de crise sanitaire a été un petit peu légitime. L'occupation des enfants, nous n'avions pas le droit de sortir. Enfin, c'était un petit peu compliqué. On a essayé aussi, l'éducation nationale a essayé aussi de faire cours via le numérique. Voilà. Ça a été un petit peu difficile pour tout le monde. Donc, il y a eu une augmentation des écrans qui est là aujourd'hui et qu'on doit du coup prendre en compte. L'étude dit qu'un parent sur deux ne sont pas suffisamment accompagnés. C'est ça surtout qu'il faut qu'on prenne en compte en termes de contrôle de l'exposition de leurs enfants aux écrans. Quand on parle aussi de solutions avec eux, ils nous disent qu'ils n'ont pas forcément les solutions à mettre en place.
Donc, face à ce constat, du coup, on se demande si une vie sans écran ne serait peut-être pas meilleure, si notre cerveau humain est réellement fait pour coexister avec la machine. Donc, du coup, nous, on va poser aujourd'hui une question à Madame Duverne qui est la suivante. Le cerveau apprend-il mieux lorsqu'il n'est pas devant un écran? Madame Duverne, est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage sur cela? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Alors tout d'abord, merci à toute l'équipe de Horizon Multimédia et a fortiori à Rémi et Déborah de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est totalement critique et vraiment d'actualité. Et donc pour répondre à la question de Déborah, l'idée est que oui, en réalité, les écrans, du moins certains usages des écrans, peuvent nous aider à mieux apprendre, y compris chez les enfants, ça va de soi. Ce que l'on sait, ce dont on parle beaucoup, ce sont surtout les usages plutôt négatifs en matière surtout et l'impact que ça peut avoir sur nos capacités d'apprentissage. On sait que les écrans capturent notre attention et pourtant l'attention c'est quelque chose d'extrêmement important à apprendre, mais ça nous met dans une position très passive, y compris pour les enfants, et cette passivité ne nous permet pas de mobiliser toutes les capacités d'apprentissage. Donc c'est ça les aspects les plus négatifs en réalité de nos expériences d'apprentissage avec les écrans. En revanche, et heureusement, il y a tout un tas d'autres situations et de cas d'usage où l'on sait que les capacités d'apprentissage sont stimulées à travers les écrans. Et ça, c'est vrai, y compris pour des jeux, certains jeux, pas tous, mais il y a certains jeux vidéo ou digitaux qui dont les études ont montré que ça permettait de stimuler des capacités d'apprentissage et que ça va avoir des répercussions plutôt positives sur tout un tas de capacités qui sont pourtant très difficiles à développer. Et en l'occurrence, ça peut être très sympa de les développer chez les enfants. On en parlera certainement. Il s'agit par exemple de la créativité, mais aussi des capacités à résoudre des problèmes, notamment mathématiques. Donc oui, la réponse est oui, les écrans peuvent aider à mieux apprendre. Il faut en faire un bon usage et trouver le juste équilibre, on va en parler, entre ces situations d'apprentissage où on mobilise beaucoup de capacités d'apprentissage, mais aussi des situations où on va relâcher un petit peu la soupape et effectivement être dans une situation un petit peu plus passive, car en réalité, c'est aussi extrêmement important pour mieux apprendre. Merci beaucoup Sandrine. Donc du coup c'est vrai que ça nous comprend de nuancer énormément la réponse. Au final, il n'y a pas de réponse toute faite. Cette question elle est un petit peu impossible en fait à répondre. Est-ce qu'on apprend mieux lorsqu'on n'est pas devant un écran? Mais ça dépend de la façon dont on l'utilise, ça dépend du temps qu'on y passe, ça dépend ce qu'on y fait, ce qu'on y voit. Donc totalement. Euh, Et il n'y a qu'à regarder de toute façon à faire un parallèle entre les générations. Par exemple, nous-mêmes on passe beaucoup de temps. Enfin, moi, je me souviens, étant enfant, devant la télévision, regarder des dessins animés, etc. Donc, il n'y a pas que du. Effectivement, l'idée, c'est de remobiliser, comme vous disiez, c'est les choses que l'on voit, etc. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'en fait, l'offre à destination des jeunes, et c'est ça qui pose souvent la question, elle est extrêmement riche. Et notamment l'explosion des plateformes des vidéos à la demande. Alors, que ce soit Netflix, Disney+, Prime Video, enfin, il en existe tout un tas aujourd'hui. En fait, a en quelque sorte normalisé certains contenus qui sont conçus à la base pour les plus grands, en fait, de par leur popularité, notamment médiatique. De nombreux contenus inadaptés en fait aux âges des enfants sont de véritables marqueurs générationnels en quelque sorte auxquels les jeunes et très jeunes s'identifient fortement. Nous, par exemple, en intervention, on le sait, il y a certains mots-clés, quand on parle notamment de jeux vidéo, de séries, etc., on prononce le mot Fortnite, GTA, Poppy Playtime, enfin Huggy Wuggy, la petite peluche, Squid Game, Stranger Things, ou alors des influenceurs, des stars du net, des youtubeurs, etc. Il n'y a qu'à voir l'engouement des jeunes, donc c'est vraiment des marqueurs générationnels. Mais il existe aussi des contenus pédagogiques de qualité, comme le disait tout à l'heure Sandrine, et on vous en présentera du coup quelques-uns tout à l'heure. Mais l'explosion du numérique dans notre société a aussi vu l'émergence du coup de jeux éducatifs, d'applications permettant d'apprendre et des plateformes justement adaptées pour les enfants. Et à titre d'exemple, tout à l'heure Déborah parlait du premier confinement, c'est en moyenne 3 heures sur 7 qui étaient passées justement à ces pratiques éducatives et informative du coup par les enfants eux-mêmes. La plateforme Lumni, par exemple, qui s'inscrit dans le cadre de Nations Apprenantes, c'est un dispositif en fait qui est un programme d'apprentissage alternatif aux cours
en établissement scolaire du coup du ministère de l'Éducation nationale. Donc ça vient vraiment en complément. Et les contenus sont adaptés, sont faits en fonction de l'âge, des programmes scolaires, et ça crée justement un vase clos, un espace qui est sécurisé pour les enfants, dans la mesure où, bien sûr, c'est des contenus qui sont faits pour la classe, quoi. Et c'est l'interactivité aussi qui rend le temps d'écran, quand il reste raisonnable, bien entendu, on ne va pas le répéter à chaque fois, bénéfique pour les enfants. Le contenu peut en lui-même être interactif, mais l'interactivité peut aussi venir de l'intervention des adultes derrière pour remobiliser les connaissances qui s'occupent des enfants. Il s'agit donc de prolonger le moment digital en discutant et en posant des questions sur, par exemple, ce que les enfants viennent de voir et de faire du lien avec le monde réel, justement. On a vu on a parlé un petit peu du coup des outils créatifs, mais moi je vais vous parler du coup des outils récréatifs. Donc tu as parlé tout à l'heure, Rémi, de la vidéo à la demande. Donc l'émergence en fait des plateformes de vidéo à la demande. Alors vous les connaissez, Netflix pour la vidéo, Disney+, il en sort, on va dire à peu près tous les 3 jours une nouvelle. Donc c'est un outil récréatif. On peut choisir vraiment ce que l'on regarde. D'ailleurs, quand on discute pendant nos interventions avec les jeunes, j'ai vu une intervention la semaine dernière, moyenne et grande section de maternelle, donc ils me parlent de Disney+, de Netflix, ils savent déjà, avec la télécommande, aller très très bien sur cette plateforme sans aucun souci. Cette activité, elle est bénéfique quand en fait elle est adaptée à l'âge et qu'elle est encadrée. Donc c'est ça qu'il faut vraiment retenir. Voilà, donc ce programme d'intelligence et autisme pour éviter que les enfants se tombent sur des contenus inadaptés. Je vous ai parlé donc de Netflix, etc. On m'a parlé aussi la semaine dernière, par exemple, de la série Mercredi, donc des enfants de 4 ans qui regardent du coup cette série. Donc, en fait, l'idée, c'est que vraiment, il faut créer un espace clos et sécurisé. C'est vraiment la première étape indispensable pour apporter de la sérénité aux parents. Et un peu comme un enfant dans un parc qui s'amuse avec des jouets et explore sa motricité. Voilà, donc l'idée, c'est ça, l'image, c'est ça, c'est OK, les plateformes en ligne, mais vraiment sécurisées. Le même raisonnement, en fait, s'applique aux jeux vidéo. Voilà, on vous a mis quelques exemples. Les joueurs développent une excellente coordination œil-main, sa motricité fine progresse également. Choisir la bonne voiture pour la course, viser et marquer. Un joueur apprend à se décider à poser des choix rationnels extrêmement vite. Enfin, voilà, ça c'est vraiment, on va dire, tous les avantages que peuvent avoir du coup, les jeux vidéo sur nos enfants. Parce que c'est vrai qu'on entend surtout parler des avantages. Madame Duverne nous a parlé de créativité. Les jeux type bac à sable comme Roblox, Lego World, Minecraft laissent aux joueurs vraiment une grande liberté pour créer. Et c'est d'ailleurs des jeux, on va dire, que les enfants nous parlent énormément. Donc, ces jeux-là favorisent vraiment une créativité. La question qui revient beaucoup aussi quand on est en établissement scolaire, c'est mon papa, à un moment où mon professeur m'a dit que les jeux vidéo, ça rend des bêtes. Les écrans, ça rend des bêtes. Donc, du coup, on a souhaité poser cette question à Madame Duverne. Donc, on entend aussi que les écrans rendent bêtes. Quel éclairage pouvez-vous apporter sur les différents usages des écrans? Écran passif, du coup, écran actif, créatif ou récréatif. Du coup, Madame Duverne, je vous laisse la parole. Oui, avec plaisir. Alors, les écrans rendent bêtes. En fait, c'est vraiment la mauvaise réputation des écrans qu'on est en train de souligner là, auquel il faut être quand même extrêmement vigilant. Même si, comme on est en train de l'expliquer, en réalité, c'est un peu grossi comme image. Mais ce à quoi il faut être extrêmement vigilant, et vous l'avez déjà abordé en réalité, Rémi et Déborah, c'est le contenu en soi qui est proposé et qui en réalité va impacter largement une capacité qui se développe avec l'âge tout au long de la vie, à savoir l'esprit critique. Et là, on est vraiment confronté à un problème lorsqu'on a affaire à du contenu, surtout lorsque c'est un flux de contenu sans fin, comme ça peut être le cas de ces vidéos en streaming ou des plateformes de réseaux sociaux, où il y a un flux d'informations sans fin. La qualité de ces informations peut en réalité réellement impacter notre capacité à être critique vis-à-vis de ces informations. Donc s'il y a bien quelque chose où on peut être vigilant, c'est effectivement le contenu. Vous avez déjà suggéré que l'une des solutions consiste à créer un environnement sécurisé
pour s'assurer que le contenu est le plus qualitatif possible. L'autre solution, c'est d'accompagner les enfants déjà à un âge un petit peu avancé, à partir de 7-8 ans, sur comment développer un esprit critique. Donc là, en réalité, il s'agit d'avoir des discussions avec les enfants pour réévaluer ensemble qu'est-ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui semble absolument aberrant, et comment on peut le confronter à d'autres informations que l'on peut aller chercher ailleurs. Le deuxième aspect où il faut être extrêmement vigilant, c'est l'attention. Lorsqu'on est sur ces flux d'informations, de contenu, l'attention est totalement captivée et aspirée par ce genre de plateforme qui ne propose pas justement d'interaction très qualitative, si ce n'est d'appuyer tout simplement sur un bouton. C'est une illusion d'action, puisqu'on est en fait un tout petit peu actif, ce qui arrange bien le cerveau, qui aime bien se reposer et en faire pas trop souvent. Donc en réalité, le cerveau, il aime bien appuyer sur des boutons tant que c'est pas très compliqué. Ça, c'est une espèce d'illusion d'action qui va en fait renforcer encore plus ce plaisir que l'on prend à visionner du contenu de manière en réalité très très passive. Donc ça, c'est pour l'aspect négatif. Et oui, ça peut rendre bête, pour grossir vraiment le tableau, c'est que oui, ça ne permet pas de développer l'aspect critique à moins de l'accompagner. Et lorsque l'on est en train de surstimuler l'attention, ça ne permet pas de stimuler, de solliciter d'autres types de capacités d'apprentissage dont on va peut-être parler. Là, je pense surtout à la mémoire, l'engagement, le fait de faire des projets, de faire des actions qui sont structurées pour atteindre des objectifs. Et aussi, on en reparlera peut-être, le fait de justement avoir du feedback sur ce que l'on fait. Là, il y a des plateformes qui sont très vertueuses pour développer tout ça. Et peut-être qu'on va en parler. Mais en gros, effectivement, il faut être très vigilant, bien sélectionner le contenu, mais aussi le type d'interaction que l'on a avec les écrans pour solliciter l'ensemble des capacités d'apprentissage. Merci beaucoup, Madame Duverne, pour votre éclairage. Vous avez parlé tout à l'heure du coup d'encadrement, etc. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, il n'est pas toujours possible d'être à chaque instant à côté de son enfant lorsqu'il est devant un écran. Et vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'autonomiser le jeune, surtout à l'âge de l'adolescence. Il faut alors mettre en place une stratégie pour cela où la plateforme, du coup, et le parent collaborent. Chaque programme contient des résumés, des recommandations d'âge, des informations sur les habitudes de visionnage, etc. Tous ces éléments vous permettront du coup de mieux aborder ces questions qui peuvent générer beaucoup de conflits intrafamiliaux. On peut aussi du coup se demander si ces plateformes en ligne que regardent nos enfants sont en phase avec les capacités du coup de l'enfant à apprendre. Et moi j'ai une question par rapport au mécanisme d'apprentissage, Madame Duverne. Du coup, est-ce que les neurosciences permettent de mieux comprendre le cerveau et faciliter les apprentissages? La neuropédagogie, l'intersection entre les neurosciences et la pédagogie, pourrez-vous nous expliquer l'importance de ces 4 piliers d'apprentissage, s'il vous plaît? Et oui, alors, merci pour cette question, elle est critique effectivement, et ça me donne l'occasion de réexpliquer qu'est-ce que nous apportent les neurosciences et plus globalement les sciences cognitives, qui incluent aussi la psychologie cognitive, la sociologie cognitive, la linguistique, juste pour citer quelques branches scientifiques qui vont se croiser pour mieux comprendre comment on fonctionne, et notamment comment le cerveau fonctionne, pour mieux apprendre. Et c'est grâce à ces recherches que l'on sait quelles sont les capacités qui sont mises en œuvre dans plusieurs situations d'apprentissage et quels vont être les bénéfices de certaines situations en termes de contexte, en termes de contenu, d'activité également, et d'outils, notamment les écrans, pour stimuler ces différents types de capacités d'apprentissage mises en œuvre par le cerveau. Et là, je peux citer par exemple Stanislas Dehaene, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il a quelque sorte le rôle presque d'un pape au niveau des neurosciences en France pour déployer toutes ces avancées scientifiques, notamment dans l'éducation. Et d'ailleurs, à ce titre, il est le président du comité scientifique de l'éducation nationale. Mais c'est aussi un chercheur de renommée, professeur au Collège de France et directeur de recherche d'un centre à Paris-Saclay. Juste pour le nommer, mais il a publié un livre très intéressant auquel je vous encourage de le feuilleter si ce n'est pas encore fait, Apprendre à apprendre, qui a été publié en 2018 chez Édile Jacob. L'idée ici, juste pour vous donner la référence, mais en gros, ce qu'il
suggère dans ce livre, c'est qu'il faut être très vigilant dans les situations d'apprentissage, notamment à l'école. Être très vigilant sur 4 types de capacités cognitives. Je vais les citer vite fait. L'attention, on l'a déjà beaucoup évoqué. Oui, l'attention est aspirée par les écrans, mais elle est à la fois extrêmement nécessaire pour apprendre. Il y a plusieurs types d'attention, bon, je ne vais pas les développer ici, mais l'idée est de trouver justement déjà au niveau de l'attention le bon équilibre pour arriver à soutenir l'attention, mais aussi à la diriger sur des informations clés. Le deuxième type de capacité d'apprentissage qui est clé, c'est la consolidation de la mémoire. L'attention va vous permettre de créer des représentations en mémoire. Mais après les avoir créées, il va falloir aller les consolider dans le cerveau. C'est capital pour pouvoir récupérer ces connaissances plus tard. Et pour récupérer des connaissances qui sont riches et que l'on va pouvoir bien utiliser dans de nouvelles situations, on a besoin en amont de les consolider. Petite parenthèse, le sommeil est extrêmement important pour la consolidation de la mémoire. Quand on dort, le cerveau travaille. Et en l'occurrence, il s'attelle à consolider la mémoire, en grande partie. Troisième capacité extrêmement importante, c'est ce que Stanislas Dehaene appelle le retour sur l'erreur. En fait, vous avez certainement entendu parler de l'apprentissage par l'erreur. C'est-à-dire que quand on fait une erreur, eh bien, on s'en souvient beaucoup mieux. Et on arrive à la corriger rapidement, de telle sorte à ne pas reproduire cette erreur. On l'expérimente dans tout un tas de situations, notamment lorsque l'on fait la cuisine, pour reprendre l'exemple introductif de ce webinaire. Et lorsque l'on fait une erreur en cuisine, ne serait-ce que se brûler ou mettre trop de sel, tout ça, on le piste très très rapidement. On sait quand on s'est brûlé, quand on goûte, on sait qu'il y a trop de sel. Et en général, la prochaine fois, on est déjà beaucoup plus attentif. On a appris et on l'a mémorisé grâce à un apprentissage par l'erreur, avec un retour sur l'erreur. Et là, le feedback, c'est-à-dire le fait d'être accompagné par soit les parents, soit des enseignants, soit même entre pairs, par les autres enfants, pour amener des informations en mode feedback, des retours sur l'erreur, en l'occurrence, est extrêmement important. Et enfin, 4e pilier, capacité d'apprentissage fondamentale qu'il ne faut surtout pas minimiser, et on va certainement y revenir, c'est l'engagement. En réalité, l'engagement, c'est quoi? C'est de la motivation boostée sur du long terme. Comment on fait pour booster cet engagement? Il ne s'agit pas juste de motiver en amenant, par exemple, des récompenses. Ça en fait partie. Et on va largement les retrouver dans les jeux, notamment, que ce soit vidéo ou physique et traditionnel. Mais c'est aussi d'avoir des objectifs. C'est-à-dire de se fixer des objectifs à atteindre. Ça, dans les jeux, ça peut être de battre des records, d'obtenir le plus de points en mode récompense, mais battre des records, ça peut être aussi de battre juste des records de vitesse. Et là, c'est quand on joue souvent entre pairs, avec des collègues, avec d'autres enfants. Et là, on est en train, en réalité, de mobiliser l'engagement pour atteindre des objectifs. Et ça, c'est capital pour passer à l'action, donc sortir des situations d'apprentissage purement passives et de devenir actif, mais plus qu'actif, c'est aussi de planifier des actions pour atteindre des objectifs. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose, dans des situations d'apprentissage qui sont en réalité relativement élaborées et typiquement très riches pour stimuler le cerveau. Donc effectivement, il y a une question qui se pose aussi, c'est la place grandissante du numérique à l'école. On voit aujourd'hui que le numérique prend de plus en plus de place à l'école. Il est mentionné à plusieurs reprises dans les programmes scolaires, par exemple, des 3 cycles. Il est cité dans 3 des 5 domaines d'apprentissage du socle commun de connaissances et de compétences. Des langages pour penser et communiquer, donc le langage informatique, des méthodes, des outils pour apprendre la formation et la personne du citoyen avec l'EMI, l'éducation aux médias. Et la place des écrans a changé. Ils sont au plus près des élèves et au service de tous les apprentissages. C'est vraiment lié à toutes les matières aujourd'hui. C'est plus forcément l'image comme on pouvait l'avoir nous, par exemple, dans une salle informatique, détachée de la classe. Mais là, cette fois-ci, on voit que le numérique est au cœur même de la classe, avec des outils numériques très variés, des tablettes, des vidéoprojecteurs interactifs, des tableaux blancs interactifs, des stylets, etc., etc. Et justement, ce changement d'approche,
qui peut être totalement bénéfique, hein, soyons clairs, de former par le numérique et au numérique suscite des questionnements, ce qui est normal. Et tous ces équipements numériques cités plus tôt engendrent de facto une augmentation du temps d'écran, c'est souvent ça qui questionne, et du coup l'équilibre reste à trouver pour rester sur un usage, comme l'a dit Madame Duverne tout à l'heure, qui va être vertueux. Donc cette volonté s'accompagne d'un questionnement, bien entendu, comme je le disais, sur la pratique elle-même et à faire réfléchir aux impacts d'une utilisation non raisonnée. Tout à l'heure, Madame Duverne parlait de l'esprit critique qui est mobilisé, par exemple, dans le cadre de l'éducation aux médias. Voilà. Et tout à l'heure, vous nous avez fait une petite bande-annonce, Madame Duverne, sur le fait que les mathématiques pouvaient permettre de mieux apprendre. Alors, enfin, moi, je suis très curieux, j'aimerais bien en savoir plus, s'il vous plaît. Alors, effectivement, je l'ai mentionné tout au début. En réalité, alors les mathématiques sont un cas d'usage sur justement les apports, notamment du numérique, dans l'apprentissage des mathématiques. Et là, ce qui est intéressant en réalité dans les mathématiques, c'est que dans les aspects vertueux que l'on va retrouver dans les écrans numériques, c'est que ça va offrir plusieurs situations d'apprentissage qui sont variées et qui vont permettre de stimuler différents types de capacités cognitives qui sont critiques pour les mathématiques et qui peut-être dans des apprentissages plus traditionnels ne permettaient pas de les stimuler de manière systématique, mais surtout de manière personnalisée à chaque enfant. Donc là, il y a deux éléments qui sont intéressants dans les écrans. C'est d'une part, enfin les plateformes d'apprentissage numérique qui sont proposées aux enfants. C'est d'une part l'architecture de ce type de plateforme qui vont proposer des expériences riches, potentiellement riches si elles sont bien pensées, bien sûr, mais aussi personnalisées à chaque enfant en fonction de ses performances et des éléments où on va pouvoir pister davantage quels sont les éléments dans différentes situations d'apprentissage ou différents exercices ou différentes activités où chaque enfant a pu éprouver des difficultés. Et grâce à la neuropédagogie, on peut aussi postuler pourquoi, quelles étaient les difficultés, le type de capacité cognitive spécifique était mobilisé dans certaines situations et de pouvoir aller les retravailler avec chaque enfant de manière spécifique. Et en ce qui concerne les mathématiques plus précisément, il y a deux types de capacités cognitives qui sont critiques et qui vont pouvoir être mobilisées dans des situations d'apprentissage numérique. D'une part, c'est le fait de faire des exercices. Ces exercices, on peut les varier sur le type de complexité. Mais surtout, ce qui va être critique, ce sont les objectifs qui sont fixés à chaque exercice. Et comme je vous disais, les objectifs, le fait de fixer des objectifs, c'est très important pour stimuler notamment l'engagement, qui est d'une des capacités fondamentales pour mieux apprendre. Ces engagements, on a besoin d'être motivé, on a besoin d'avoir des récompenses. Ça, les plateformes vont pouvoir amener ces éléments de motivation et de récompense de manière progressive à chaque enfant et aussi d'arriver à isoler des moments, d'atteindre des sous-objectifs pour séquencer en quelque sorte les apprentissages au rythme de chaque enfant. Le deuxième type de capacité d'apprentissage qui est largement mobilisé en mathématiques aussi pour résoudre des problèmes mathématiques, c'est la capacité à s'orienter au niveau spatial et temporel. On appelle ça l'orientation spatio-temporelle. C'est très important parce que ce type de capacité va nous permettre de se représenter mentalement des objets. Ça va nous permettre aussi de représenter ces objets et de les manipuler mentalement, on appelle ça de la rotation mentale, mais également de se représenter des quantités variables et qui évoluent dans le temps. Tout ce type de capacité qui tombe dans le grand répertoire de l'orientation spatio-temporelle, ce sont des capacités qui sont absolument critiques pour les mathématiques, pour développer des compétences en mathématiques et pour résoudre ultimement des problèmes en mathématiques. Donc on a deux types de capacités fondamentales, les capacités à atteindre des objectifs, à s'engager pour résoudre des problèmes en atteignant des objectifs et des sous-objectifs, mais aussi à représenter mentalement des objets, à les manipuler mentalement et à se représenter différentes quantités.
tous ces éléments vont contribuer au développement des capacités cognitives. Et tous ces éléments, on peut les retrouver dans des plateformes numériques, notamment à travers des jeux vidéo. Et là, il y a tout un tas d'études qui montrent que les jeux vidéo facilitent effectivement le développement des compétences mathématiques, si tant est que ces jeux vidéo permettent de mobiliser les capacités dont je viens de vous parler. Merci beaucoup, Madame Duverne, pour toutes ces informations. Donc là, nous allons passer sur un autre chapitre du webinaire et reparler du coup d'équilibre. Donc, on va parler de bonnes habitudes à prendre en fait à la maison. Donc, en fait, de bonnes habitudes prises très tôt en matière d'écran sont beaucoup plus faciles à réguler en fait par la suite. Les enfants en fait sont très demandeurs des écrans et s'ils voient que nous adultes nous sommes énormément sur les écrans, en fait tout simplement ils agissent ce qu'on dit par mimétisme. Donc du coup la ritualisation des tâches vraiment les rassure, donc c'est important de leur donner leur temps d'écran un petit peu aussi avant. Les écrans sont bien sûr utiles, hein, on ne fait qu'en parler depuis midi, hein, on est tous, je pense, d'accord avec ça, mais il convient du coup de trouver un bon équilibre digital, même si cela n'est pas chose aisée. Hein. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire, trouver le bon équilibre, c'est vraiment pas aisé, et c'est pour toutes les familles pareil, ne vous inquiétez pas. Même nous qui sommes dans le domaine, c'est pas facile tous les jours. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Est-ce que Rémi, peux-tu me donner du coup quelques usages raisonnés des écrans en famille? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Déjà, des périodes sans écran, ça peut être vachement bénéfique parce que le fait d'instaurer des moments avec et des moments sans, ça permet justement d'accorder peut-être plus d'importance à certaines activités, enfin de leur donner de la valeur. Et des périodes sans écran, ça peut être justement, comme tu disais tout à l'heure, Déborah, des moments ritualisés comme le repas, le coucher. Pendant les sorties extérieures, on essaie de faire attention à ne pas sortir nos téléphones pour bien éduquer nos enfants à profiter de l'extérieur, etc. On peut jouer avec son enfant, même pas longtemps, avec aucun écran, justement, jeux de société, etc. Ou alors avec un écran. Moi, je vous invite totalement aussi à faire des jeux vidéo avec vos enfants. Vous verrez. Encore une fois, vous n'allez pas devenir un joueur pro, quoique je vous le souhaite. Mais l'idée, c'est de s'intéresser aussi à leur monde pour proposer derrière des alternatives. On a fait un truc que tu as aimé, maintenant on va faire un truc que j'aime. Ne pas donner l'habitude du coup d'écouter son enfant en étant sur son smartphone, parce que vice-versa, du coup. Par mimétisme, comme le disait tout à l'heure Déborah. Je vous invite aussi également à couper les notifications de certaines applications. Comme le disait tout à l'heure Madame Duverne, c'est vrai qu'on est en termes d'attention, on est très sollicité aujourd'hui sur nos smartphones avec toutes ces notifications. Le fait d'aller dans les paramètres notifications et de couper certaines notifications, ça peut aussi libérer beaucoup de temps, d'énergie. Ça peut être vraiment très bénéfique. Et du coup, toutes ces questions-là, elles nous emmènent sur la question de la santé. L'objectif, c'est de préserver sa santé, puisque c'est absolument essentiel pour trouver cet équilibre digital et avoir un usage positif du numérique sur du coup, la question des apprentissages. Donc, on va voir comment mieux préserver sa santé pour trouver cet équilibre. Sandrine Duverne, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quels sont les impacts justement des écrans sur notamment la santé mentale, les apprentissages, voilà, qu'est-ce qui se joue au niveau de la santé, voilà, s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est vraiment un point très critique et sensible. Mais tout d'abord, je préfère commencer à répondre à votre question, Rémi, en précisant que les excès, et évidemment tout excès, il faut être vigilant, mais les excès ne tombent pas nécessairement dans du pathologique. Hein. Si votre enfant consomme des écrans, quel que soit l'usage, il faut être vigilant, mais ne vous inquiétez pas, ne tombez pas tout de suite dans une perception dramatique de la situation. En réalité, ce sont des stratégies comportementales qui permettent aussi probablement de réguler des périodes où on a besoin de développer un certain type de stratégie pour retrouver un équilibre. Donc, ça peut même être vertueux, ça peut même être un espèce de défouloir en quelque sorte pour les enfants, même à travers la passivité, mais une espèce de récréation défouloir pour laisser le cerveau digérer d'autres éléments de la vie au quotidien. Donc, ce n'est pas qu'il s'agit de laisser faire, il faut être vigilant, car effectivement, là où ça peut devenir un petit peu plus glissant et un petit peu plus et amener à des
tableaux comportementaux auxquels il faut être attentif, c'est lorsque ces comportements s'installent sur du long terme, voire très long terme, et que surtout lorsque l'on perd du contrôle sur ces comportements. Alors évidemment, chez l'adolescent, on peut déjà s'attendre, on peut déjà accompagner les adolescents à trouver une forme de contrôle de leur propre comportement. Chez les enfants, il va falloir être beaucoup plus... En fait, c'est nous qui sommes en quelque sorte les gardiens et qui vont devoir amener cette forme de contrôle, en tout cas les bonnes pratiques, aussi bien chez les enfants que chez les adolescents. Et les adolescents, évidemment, être plus sur une forme d'accompagnement plutôt que de limitation. Dans les tableaux qui peuvent prendre une forme dont il faut s'inquiéter, celui dont on a le plus entendu parler au cours de ces dernières années, c'est ce qu'on appelle le FOMO. Il s'agit en réalité, ou alors l'autre nom, je crois que c'est la nomophobie, c'est-à-dire la phobie de ne plus avoir le portable. Le FOMO, c'était the fear of missing out. C'est-à-dire, en fait, ça se reflète, ça fait référence à l'idée de ces comportements d'angoisse et de stress, à l'idée de ne plus pouvoir utiliser les écrans, a fortiori, surtout les écrans de téléphone. Ça, on en a beaucoup entendu parler. Attention, je nuance tout de suite, il ne s'agit pas d'un tableau pathologique. On est sur un espèce d'entre-deux en réalité. Oui, ce sont des comportements excessifs qui sont associés à de l'angoisse et du stress, mais tant que ça ne s'installe pas, tant qu'il n'y a pas une perte de contrôle totale sur du long terme, auquel cas on est sur des comportements qui restent en réalité au sein de la norme. Et en tout cas, les institutions cliniques n'ont pas reconnu du tout ce comportement comme un tableau pathologique. Donc il faut un petit peu nuancer et plutôt être encore dans la perspective d'accompagner et de contrôler pour les usages auprès des enfants. Le deuxième tableau pathologique, là où ça devient beaucoup plus inquiétant donc, et qui fait l'objet d'une catégorie de diagnostic, c'est ce que l'on appelle les troubles des écrans. Les troubles qui concernent en réalité, effectivement, les usages des écrans et des vidéos, surtout des jeux vidéo. C'est quelque chose qui a été pisté il y a déjà plusieurs décennies auprès surtout des adolescents dont les comportements devenaient extrêmement déviants face aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils développaient littéralement une réelle addiction. Avec cette addiction, une perte de contrôle totale. C'est-à-dire qu'ils préféraient, ils donnaient totalement la priorité aux jeux vidéo au détriment et aux dépens de toutes les autres situations, telles que s'alimenter, dormir et évidemment les activités sociales. Quand on est face à ce type de situation, si vous observez qu'il y a un manque de contrôle et qu'effectivement cela a un impact sur l'alimentation, le sommeil, bien entendu, et les activités sociales, les trois ensemble, vous pouvez effectivement vous inquiéter et peut-être aller en parler à des professionnels. Mais en dehors de ça, il s'agit plutôt d'accompagner les enfants et les adolescents. Donc effectivement, quelques petites plateformes adaptées aux bons apprentissages des enfants qui vont vous aider à trouver un équilibre digital. On en a déjà parlé lors de nos précédents webinaires. On avait parlé de YouTube Kids, qui est du coup une sélection de contenu qui va être organisée avec des fonctionnalités de contrôle parental, un filtrage de vidéos. Enfin, ça va être YouTube version enfant, en gros. Il y a également Oku, qui est une plateforme, donc OK2O, une plateforme de dessin animé de France Télévisions. C'est gratuit, sans pub. Donc voilà, c'est adapté pour les 3-12 ans. Tefumax, un service de dessin animé également, mais qui est pensé par les enfants. Donc on voit toujours au final ce que disait tout à l'heure Déborah, fait par les parents, adapté pour les enfants. Dans les applications, on peut parler de Whisperies. C'est des applications d'histoire principalement, donc il y a de l'audio, il y a des histoires animées, on peut le trier par âge, par temps de lecture. Il y a également Plume, qui est une appli éducative qui développe le plaisir de l'écriture. Justement, on a une histoire, il faut la compléter. Donc on reprend cette idée de créativité dont parlait Madame Duverne tout à l'heure. On a Lumni, en complément des programmes scolaires, on en parlait plus tôt. Donc développer sa culture générale, son esprit critique, etc. Et Duolingo aussi. L'apprentissage des langues, dont en parlait également Madame Duverne. Donc il y a plusieurs langues, c'est ludique, un système de niveau. Donc voilà, c'est adapté aux petits comme aux grands d'ailleurs, et c'est quelques exemples de plateformes qui permettent les apprentissages et une utilisation vertueuse du numérique. Nous vous remercions en tout cas pour votre participation. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre pour le webinaire du mois de mars, mais vous allez recevoir l'invitation, ne vous inquiétez pas.
sera du coup sur les influenceurs. N'hésitez pas, voilà, au mois de mars, je n'ai pas la date en tête, je m'excuse, mais vous allez recevoir un lien pour vous inscrire et ça sera du coup sur le sujet des influenceurs. Merci Madame Duverne, merci Rémi, merci William. Et encore merci du coup à notre financeur qui nous permet de faire ce webinaire aujourd'hui. Au revoir.